Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Le tribunal administratif de Marseille examinera demain le recours déposé par Renaud Muselier. Le président LR de la région PACA dénonce l'arrêté qui a ordonné la fermeture des bars et des restaurants à Marseille et Aix-en-Provence. L'argument du gouvernement, c'est de dire aujourd'hui le virus circule. Pour preuve, Emmanuel Macron a fait savoir ce matin au Conseil des ministres qu'il entendait que l'ensemble des données soient communiquées tous les jours en transparence pour que les Français comprennent les décisions du gouvernement. La question maintenant, c'est de savoir si ces recours déposés ont une chance d'aboutir. Écoutez la réponse de Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste et professeur en droit public à l'Université de Lille. Il était au micro de Frédéric Carbone. Il y a toujours une chance d'aboutir. Ce sont des recours qui sont introduits en référé, ce qu'on appelle un référé liberté. Ça invoque une liberté fondamentale, principalement la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie. Et il y a évidemment là une restriction de cette liberté. Le juge va devoir apprécier si cette restriction est effectivement proportionnée ou non. L'interdiction générale sur l'ensemble du territoire pourrait donner une impression de disproportion. Il y a à apprécier aussi s'il n'y a pas certains éléments qui sont excessifs. Je pense la jauge de 1000 personnes ou de 5000 personnes dans les stades, des stades qui peuvent accueillir parfois jusqu'à 15 000, 40 000, peut-être même 80 000 personnes pour le Stade de France. Est-ce que la jauge de 1000 personnes n'est pas disproportionnée? Là aussi, ce sont des interrogations que peut-être pas sur ce recours, mais sur d'autres qui pourraient être introduits, le juge devra apprécier. Renaud Muselier n'est pas le seul d'ailleurs à avoir déposé un recours. Le syndicat France Active en a déposé 12 pour les salles de sport qui elles aussi sont fermées. Alors ce soir, pour déminer la colère qui monte, Jean Castex reçoit les présidents de région à Matignon. Suivront demain ceux de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration. Et puis mercredi, ce sera au tour de l'Association des maires de France avec son président François Baroin. Et à chaque fois, il sera donc question du pilotage de la crise sanitaire. Le ministre de l'économie et des finances a lui aussi pris son bâton de pèlerin aujourd'hui lors de la présentation du projet de loi de finances ce matin au Conseil des ministres. Bruno Le Maire a tenté de rassurer. Le gouvernement accompagnera tout le monde le temps de la crise. On l'écoute au micro de Delphine Simon. Nous continuons à soutenir tous les salariés et toutes les entreprises qui sont touchées par la crise sanitaire et par la crise économique. Nous avons fait depuis le début de cette crise le maximum pour les salariés et pour les entrepreneurs. Et nous continuerons de faire le maximum. Et je veux le dire à tous les restaurateurs, à tous les hôteliers, à tous les patrons de café, à tous les directeurs d'établissements sportifs, de salles de sport, à tous ceux qui travaillent dans l'événementiel et qui se disent « mais de quoi mon avenir va être fait ?» à tous ceux qui travaillent dans le domaine des traiteurs, de la restauration. Nous serons à vos côtés et nous continuerons à déployer des dispositifs qui vous permettront de passer ce moment qui est extraordinairement difficile avec l'impact le plus faible possible sur votre activité. Bruno Le Maire. Après le Conseil des ministres, Emmanuel Macron, lui, a pris l'avion pour Vilnius en Lituanie. Première étape d'un déplacement de 2 jours dans les États baltes. Le chef de l'État a d'ailleurs fait savoir qu'il rencontrera l'opposante bélarusse si elle en fait la demande. Depuis le résultat de la réélection d'Alexandre Loukachenko, Svetlana Tiranovskaya est en exil en Lituanie et ce matin, elle a appelé le chef de l'État à jouer les médiateurs pour résoudre la crise en Biélorussie. Retour en France, on devrait en savoir un peu plus tout à l'heure lors de la conférence de presse du procureur de Grenoble sur la disparition de Victorine Dartois. C'est lui qui a désormais entre les mains le dossier de cette jeune fille de 18 ans. Le corps d'une jeune fille a été retrouvé à Villefontaine dans l'Isère. Elle était portée disparue depuis samedi. Les enquêteurs semblent privilégier la piste criminelle. Attention, arnaque, les produits végétariens et véganes vendus par la grande distribution sont principalement composés d'eau et non de protéines végétales. L'alerte est donnée aujourd'hui par une étude de l'association de consommateurs qui pointe du doigt plus de la moitié des produits. Seules les galettes végétales remplissent à peu près leur fonction avec 53% de leurs ingrédients d'origine végétale. Le reste des recettes est composé de matières grasses, de sel et d'additifs. La CLCV plaide maintenant pour la création d'un label officiel reconnu par l'État. Direction à présent Roland-Garros où l'on retrouve Guillaume Batin. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Ça applaudit. Alors vu la couleur du ciel aujourd'hui, on se dit heureusement que Roland-Garros a un toit rétractable sur le central, sinon il n'y aurait pas eu beaucoup de matchs. Mais il y en a eu quand même quelques-uns et ça donne un Dominic Thiem en forme et des Français qui font des belles choses côté garçon, Guillaume. Alors Dominic Thiem, puisque vous me prenez avec lui, l'Autrichien vainqueur de l'US Open il y a 15 jours, avant que le toit ne soit rétracté sur le court central, il s'est imposé facilement l'Autrichien 6-4,
6-4, 6-3, 6-3 face au Croate Marin Cilic. Les autres victoires marquantes côté français, c'est par exemple Pierre Hugerbert, qui est un joueur habitué en double, en Coupe Davis notamment. Il a battu l'Américain Michael Mmoh 6-3, 6-2, 6-3, qualifié lui aussi pour le second tour. Et puis il y avait un duel franco-français avec des joueurs invités, Hugo Gaston, Maxime Janvier, pas forcément très connu. Victoire de Gaston 7-6, 6-4, 6-3. Et puis les applaudissements assez timides parce qu'il y a peu de monde, quelques centaines de spectateurs tout au plus, des privilégiés, des chanceux tirés au sort dans la jauge de 5000 de départ qui ont assisté donc à la victoire il y a un instant en 1h41 difficile de Serena Williams, l'américaine, face à sa compatriote Christy Hahn. Vous l'entendez prononcer ses premiers mots sur ce court central avec une terre battue qui commence à s'éclaircir. Elle était très humide, les balles étaient très lourdes, elle a eu du mal à rentrer dans la partie, mais finalement elle s'est imposée 7-6, victoire au tie-break 7 points à 2 et 6-0 dans la deuxième manche. C'est l'une des grandes stars de ce tournoi. Elle affrontera au second tour Tsvetlana Pironkova. Et puis dans quelques minutes après les quelques mots de Serena Williams, on va voir une autre grande star du tennis, c'est Rafael Nadal, l'Espagnol, qui brigue ici un 13e titre. Merci, tout est dit. Vous avez fait le tour du monde du tennis. Merci Guillaume Batin en direct de Roland-Garros, 17h06 sur Inter. Ce soir sur France Inter, Dany et Charles Berberian dans Côté Club. 22h, Laurent Goumard. Que va-t-il se passer entre le dessinateur Charles Berberian et l'ex-fan des 60s Dany? C'est dingue ce soir. Je suis dingue, hein. De toute façon, j'ai un flingue. Côté Club. Alors rangez vos seringues. Une heure branchée sur la scène française d'aujourd'hui. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 22h. Interruption spéciale. Vous êtes un professionnel? Demandez à un agent MMA une étude personnalisée gratuite de vos besoins en assurance. Zéro tracas. Et zéro blabla. Bouygues Télécom. Julie de Joinville aimerait que son nouveau smartphone soit un bijou de technologie. Ce serait génial, mais vu son maigre budget, elle a jugé bon de patienter. Eh bien Julie, tadam, le grand jour est arrivé. Jusqu'au 11 octobre, les grands jours sont de retour chez Bouygues Télécom. Profitez de 100 € de remise sur le Samsung Galaxy S20 5G grâce au forfait sensation avec avantage smartphone. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, compatible dès ouverture du réseau 5G. C'est par Jupiter sur France Inter. Ouais. Ah, ça, ouais, on sent que c'est le lundi. Ouais, efficace, le lundi, j'ai l'impression que vous nous lancez, mais pour toute la semaine. Ouais, c'est ça. Après, je ne fous plus rien. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. Je vous en prie. – 10h15 dans le bureau de Par Jupiter. Bon les amis, aujourd'hui c'est spécial parce qu'on reçoit un professeur des écoles. Oh non, mais non, ça m'angoisse moi, j'ai détesté l'école. Mais moi j'aimais trop l'école. Bah évidemment, fille de prof. Hein. Espèce de con. Ouais, ok, alors camp, super. Ouais. Bon, c'était il y a 30 ans les gars, on a tous dépassé ce stade quand même. Non Charline, oui. j'ai mal à la tête, je peux aller à l'infirmerie là. Madame, ça fait 3 fois qu'il a mal à la tête cette semaine. Mais vous avez quel âge là? Vous allez me faire pareil avec l'invité tout à l'heure? L'invité, il enseigne en classe de CM1. Et CM1, c'était ma meilleure année. Ouais. J'étais meilleure élève aux 3 trimestres. Bravo Juliette, merci. Bon Guillaume, c'est quoi ton sujet aujourd'hui? Mon sujet en fait, je l'ai pas parce que mon chien il l'a mangé. Madame, ça fait 3 fois que son chien il l'a mangé et en plus. Non mais faut arrêter 2 minutes ce petit jeu là. Non mais moi je joue pas, Charline, je me sens vraiment mal là. Sur chaque bulletin il y avait écrit Guillaume gagnerait à être plus concentré. Ça m'a traumatisé. Alors que moi c'est tout le contraire. Moi il y avait écrit. On s'en fout Juliette, on s'en fout. Je ne vous demande pas de retomber en enfance. Je vous demande de vous intéresser à un professeur des écoles. Et ben moi en tout cas j'ai rédigé toutes mes questions. Bon, Guillaume, t'as choisi de traiter un sujet en lien avec l'invité ou pas? Oui mais en fait comme ma grand-mère est morte ce matin. Mais t'as combien de grand-mères en fait? Mais Très bien. Écoutez, avant d'aller enterrer ta grand-mère, Guillaume, est-ce que tu pourrais me passer le journal pour que je le relise là? Oui. Voilà, bon, bah merci. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Pas le bic rouge. Tu peux corriger, mais pas avec le bic rouge. Bonjour la France Inter, bienvenue au syndicat national de la blague subventionnée, le SNAPS.
Donc voici Ça sonne bien. la devise. La devise. Gouverner, c'est prévoir suffisamment de tests PCR. Émile de Girardin dans la queue devant le labo depuis 12 heures. Voici le sommaire. La rentrée normale a eu lieu il y a quasi un mois. Quel premier bilan normal, surtout dans les banlieues normales. Alors que dehors les mesures sont plus strictes, les écoles ont assoupli les leurs. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. À la demande de quelques parents, un enseignant n'enseignera plus aux classes de maternelle du fait de ses tatouages. Bon, dans le même temps, on a beaucoup discuté du port du crop top par les collégiennes et lycéennes. Bon, de rechef. Mais ce qui était super, c'est qu'on a tous pu parler de ça avec sérénité, douceur et surtout beaucoup de nuances. Le tocsin va sonner dans Montmartre. Il y a le choléra qui est de retour. La peste qui revient sur le monde. La première école maternelle Amazon ouvre ses portes le mois prochain aux États-Unis. Quand on est l'homme le plus riche du monde, comme Jeff Bezos, on est philanthrope. Les enfants les plus défavorisés pourront bénéficier d'une pédagogie type Montessori. Et qui sont ces parents prêts à scolariser leurs enfants, à faire confiance à Amazon? Je veux mon fils! Je veux mon fils! Rendez-le-moi! Commence bien. Et c'est Juliette Arnaud qui a envoyé des Bristol aux chroniqueurs. Oui, pour former une équipe pédagogique, avec d'abord celle qui est l'équivalent en termes de bravoure de la prof de musique qui doit apprendre à la Clairefontaine, au pipeau, à 35 gamins aux hormones en feu. C'est sa vie à chaque fois qu'elle chronique un artiste moins mainstream que Francis Cabrel, Mélanie Bauer. Oui, et aujourd'hui je vais vous parler de la pluie. Ah, c'est l'automne donc. Très bien. Ensuite, celui qui pourrait dire à tous ces interviewés ce que nous disait mon prof de latin en seconde: vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Et là, chaque jour du lundi au jeudi, c'est vrai, Guillaume Meurice. Bonjour à tous, je vais évidemment vous parler, vous savez très bien de quoi je vais vous parler, l'événement, les sénatoriales. Les sénatoriales, je suis allé voir les Français, je vous préviens, j'ai pris tous les risques. J'ai pas mon masque. Rien à foutre, j'ai de la chloroquine, vous inquiétez pas. Enfin, aussi détente qu'un prof de techno, vous savez, le prof qui vient sans stylo en cours, aussi concerné par la décence républicaine que le prof de sport qui vient tous les jours en jogging, Thomas Bélévé. Ça me ressemble bien, ce petit portrait. Exactement, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, moi, j'aime les chic types. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Gérald Darmanin et de la véritable guerre des cartels à laquelle il s'est livré depuis quelques jours. Et voici celui qu'on va envoyer au tableau pendant 1 heure. Mais on sera avec lui pour lui souffler des réponses, s'il faut. Vous êtes Remédium ou Christophe Tardieu, c'est selon. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupiter. Oui, car nous avons un agent double avec nous. Bonjour Christophe Tardieu. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles. Alors pour les Belges ou les Suisses qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'instituteur. En banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, à Tremblay en France. Actuellement, vous donnez cours au CM2 à l'école Balzac. C'est ça. C'est ça. Et vous êtes aussi dessinateur, auteur de BD sous le pseudo Remédium. Et dans une bande dessinée que vous venez de publier chez Équateur qui s'appelle Cas d'école, histoire d'enseignants ordinaire, Remédium. Vous avez notamment rendu hommage en BD à Christine Renon. C'est-à-dire que vous publiez une bande dessinée où vous racontez 14 portraits d'institutrices et d'instituteurs qui soit ont mis fin à leur jour parce qu'il y a beaucoup de suicides dans la profession, soit sont tombés en dépression ou étaient mutés arbitrairement. Et justement, il y a 1 an, Christine Renon mettait fin à ses jours dans l'école maternelle dont elle était la directrice. Et elle a laissé une lettre à ses collègues et sa hiérarchie dans laquelle elle se plaignait de l'accumulation des tâches administratives, de sa solitude face aux difficultés relationnelles avec les parents d'élèves, du manque de soutien de sa hiérarchie. Il y a eu notamment le fameux hashtag pas de vague. On a dit que c'était un peu le MeToo des enseignants. Et là, vous publiez cette bande dessinée où vous racontez, vous faites son portrait, vous racontez son histoire, et d'autres encore, parce qu'il y en a pas mal. Et vous vous appelez Remédium. Et en latin, Remédium, c'est là où le latin, c'est quand ça veut, c'est bien. Non, mais surtout, c'est les moments où le latin, et c'est simple, c'est que Remédium, c'est remède en latin. Alors, cette BD, c'est un remède pour vous, pour les autres enseignants. Mon pseudonyme Remédium, ça vient de remède parce que c'est le statut que j'accorde à la bande dessinée, à la création en général. C'est-à-dire que quand je fais une bande dessinée, il y a un petit aspect cathartique. C'est moi pour mettre mes idées en place, pour réfléchir à tel ou tel sujet. Et puis c'est d'offrir un outil de communication au monde. Donc ça permet de soigner, ça guérit pas, mais ça apporte quelque chose dans le débat.
Et d'ailleurs, vous publiez notamment des planches sur les réseaux sociaux. Et quand vous aviez publié la planche, c'est la planche sur Christine Renon, je pense, il y a eu énormément de partage. Donc cette catharsis, elle se partage avec plein d'enseignants et au-delà. C'était il y a un an. À Pantin, normalement, il y a eu une marche samedi. En sa mémoire. Qu'est-ce qui a pu changer depuis un an? Parce qu'il y a eu le hashtag pas de vague. Vous expliquez notamment dans cette bande dessinée que l'éducation nationale essaye souvent d'étouffer ces affaires-là. Là, elle n'a pas pu, elle a eu un grand retentissement. Alors depuis un an, est-ce qu'il s'est passé des choses? La réponse va être plus courte que votre intro. Mes intros sont très longues, Il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu quelques discours, mais très peu même finalement. On s'attendait à au moins quelques mots, même si c'est des mensonges habituels, mais là, il n'y en a quasiment pas eu. Et donc, non, il n'y a pas de changement. Là, dans il y a notamment normalement une prime au directeur. Oui, qu'on attend toujours. Que vous attendez toujours. Voilà, d'accord. En fait, Jean-Michel Blanquer, il met souvent des choses sur la table. Il a du mal à trouver la table après. C'est un peu compliqué. Il a mis plein de choses sur la table, mais qu'on attend. Donc, il y a des primes, des revalorisations. L'allègement des tâches administratives. Voilà. Donc, le projet de loi est prêt. Normalement, ça doit passer, mais on attend de voir à quelle sauce on va être mangé quand même avant. Alors, avec ce que vous publiez, qui est à la fois factuel et à la fois au vitriol quand même, sur la hiérarchie de l'éducation nationale. D'ailleurs, eux, vous les dessinez sans visage. Tous les inspecteurs ou les gens qui décident de muter pour une raison ou une autre, certains professeurs. Comme c'est au vitriol contre votre administration, est-ce que ça vous cause parfois des problèmes ? Pour l'instant, non. Après, c'est une grosse machinerie, l'éducation nationale, donc le temps qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose, ça va peut-être prendre du temps, le temps que ça remonte tous les échelons de la hiérarchie jusqu'à aller au bureau de celui qui s'en occupe, ça risque d'être long. Mais pour l'instant, non, je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt. Ça participe à ce dont parle le livre, d'ailleurs, c'est que dans ce genre de conflit, de situation, voilà, ils préfèrent tout mettre sous le tapis et ne pas en parler. Donc je pense que ça serait pas forcément dans leur intérêt de faire de la publicité au livre, de me créer des problèmes à moi. Pourtant, vous avez trouvé toutes ces histoires. Il y a différents parcours, il y a les situations plus dramatiques où les instituteurs ou directeurs d'école ont mis fin à leur jour, il y en a d'autres qui tombent en dépression, d'autres qui sont arbitrairement mutés, etc. Il y a pas mal d'histoires. Vous les avez trouvées comment, ces histoires ? Alors, il y a eu plusieurs types. Il y a celles que je connaissais déjà d'avant. Il y a des enseignants dedans que je connaissais d'avant le livre. Ensuite, quand j'ai publié les premières histoires, j'ai eu énormément de témoignages. J'ai eu une centaine d'enseignants qui, spontanément, ont voulu parler, ont justement ressenti un besoin cathartique de raconter leur propre histoire. Et puis, il y a aussi la presse, parce que la presse aussi se fait écho parfois des différentes affaires. Dans le cas de Christine Renon, dans le cas de Jean Villot, ça a été le cas. Et est-ce que vous avez l'impression qu'après le confinement, où tout le monde a détesté être soutien scolaire de ses enfants, il y a eu envie de passer ses enfants à la broyeuse, est-ce que vous avez l'impression que vous, en tant qu'enseignant, justement, ça va vous servir, ça va aller dans votre sens, que la prochaine fois que, mettons, vous irez manifester, parce que par exemple, il y a des gens qui se seraient syndiqués, vous avez l'impression que vous aurez une partie de la population qui vous entendra plus? Je pense qu'il y aura un statu quo, c'est-à-dire que il y a beaucoup de parents qui se sont rendus compte effectivement du travail que ça donnait, mais au niveau des revendications, je pense que ça sera vite oublié derrière. Donc effectivement, nous on a eu pas mal de retours des parents sur la complexité de gérer son propre enfant déjà, donc de gérer une classe derrière. Mais après, sur les revendications des enseignants, elles sont toujours très difficiles à faire entendre au plus grand nombre parce que, enfin moi, là où je suis, c'est vrai qu'on a un public souvent d'ouvriers, d'artisans, de gens qui ont des difficultés aussi. Donc pour eux, ils ont encore l'image de l'enseignant qui gagne bien sa vie, qui est une espèce d'élite de la société quelque part. Et ils comprennent pas qu'on puisse se plaindre. Et ils comprennent même pas qu'on puisse se plaindre pour le bien de leurs enfants. Pour terminer sur ce sujet pour l'instant, avant la musique, il y a, en Seine-Saint-Denis, surtout où vous enseignez, il y a des classes surchargées, des locaux vétustes, en plus de tous les problèmes qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans votre métier qui vous aide malgré tout à surmonter tout ça? Parce que vous êtes jeune. Les enfants. Ouais. Les enfants, c'est grâce aux enfants qu'on tient. Donc dans le 93, on a les meilleurs enfants du monde. C'est génial de les côtoyer, de les aider à grandir. Disons que le temps de classe, quand on arrive jusqu'au moment où on repart, on est super heureux dans une classe.
malgré les problèmes, malgré les manques de moyens, les classes surchargées, etc. C'est tous les à côté qui sont compliqués dans ce métier. La surcharge de travail, l'espèce de haine viscérale que peuvent avoir certains sur les profs, c'est toutes ces choses-là qui sont compliquées, mais c'est les enfants qui nous font tenir. Christophe Tardieu, alias Remedium, est avec nous. Et on va faire une spéciale école un petit peu, à base de tenues républicaines, à base de tenues normales, de crop top, de casquettes. Ouais, sur France Inter. So tragic, probably 44 moons or more. And I don't want to count how many days I've been dragged all around the floor. And I don't want to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Ain't no I and we, I mean we got no time for games. I got the blue magic, and I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. So savage, 'cause I got the blue magic. I got blue automatic on my first trip around the sun. Now I got the blue in Spanish, and I'm always on the run. I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can manage, 'cause I got no time for games. Yeah. I got the blue magic. So savage, 'cause I got the blue magic. Yeah, I got the blue magic. I got the blue magic. And I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. No static, I got a habit of making time. I might rock the blue in traffic, I might look to the sky for a sign. Never wanted to be a bad man, but I'm a bad man just the same. At the sun, too, nothing else to do. We got no time for games. I got the blue magic, and I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. Blue Magic. Et alors que Juliette Arnaud se demandait ce que c'était Blue Magic, notre invité Christophe Tardieu lui dit c'est moche. Non, il a pas dit c'est peut-être le Viagra, il a dit ça c'est une chanson sur le Viagra. Mais parce que vous avez supputé que Blue Magic... J'ai peut-être des élèves qui écoutent à cette heure-ci. Parce que Juliette a supputé que Blue Magic pouvait être peut-être de la drogue, vous ne savez pas. Donc, on a les besoins la bonne blague. Mais bien sûr. Moi je dis tout aux auditeurs, tout ce qui se passe pendant les musiques, je m'en fiche. Qui pourra entourer Christophe Tardieu, professeur des écoles en Seine-Saint-Denis, alias Remedium pour la bande dessinée? Eh bien, Mélanie Bauer, Thomas VDB, et au milieu, il y aura bien évidemment, c'est dans le contrat, Guillaume Meurice. Et oui, avec qui je vais faire le journal en duo. Donc, un journal avec une blague à chaque ligne. À chaque ligne, pardon. Très vite. Il ou elle pourra. Alors, vous avez fait 2 fautes. Le journal de presque 17h17. Je courus, il y a un S à la fin. Et c'est pas coura, mais c'est il courut. Oui, bien sûr. C'est pas terrible, c'est nul, archi nul, vous êtes 0. On commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de la carrière de François Bayrou. Donc on parle de choses totalement fictives alors. On parlera aussi d'une décision franche prise par Olivier Véran. Ah d'accord, donc c'est vraiment sur la fiction. C'est de la fiction. Guillaume, arrêtez de faire le malin dans les titres, alors proposez-en. Ah bah si vous voulez, alors on parlera d'un champion du monde français. Ah ok, donc là on part plein pot dans le fictif et l'imaginaire quoi. D'accord.
Vous avez le somme encore, j'ai l'impression. Et on commence par la politique. Oui, hier avait lieu le renouvellement de la moitié du Sénat. L'occasion de saluer nos confrères de Public Sénat qui sont en burn-out là. Et sénatorial, pour eux, c'est l'équivalent d'une finale de Ligue des Champions pour BeIN Sport. Oui, c'est vrai. On continue, alors toujours avec la politique. Oui, Olivier Véran a alerté ce week-end. On a besoin de renforts, notamment dans les EHPAD. Eh ben, il a raison ce mec-là. C'est un ministre de la Santé comme ça qu'il nous faudrait, Charline. Il a raison ce mec-là. Il est ministre de la Santé. Mais non, celui qui est ministre, c'est celui qui a dit que les masques ils servaient à rien. Bah oui, c'est le même. Ah bon? Mais je comprends plus rien du tout là. En tout cas, à Paris, les consignes anti-Covid sont claires. Les gymnases seront finalement ouverts pour les mineurs, ainsi que les piscines qui devaient initialement fermer. Voilà, et les autres équipements sportifs sont ouverts de 10h24 à 12h38 et de 14h52 à 18h02 le mardi, jeudi, un samedi sur 3 les mois impairs et seulement les jours de pleine lune. Et voilà. C'est important qu'on aide le gouvernement pour que sa communication soit vraiment compréhensible. Attendez, j'ai dit les jours de pleine lune non, alors parce qu'il vient d'avoir un démenti en fait par le ministère. Ce sera seulement les jours où Michel Onfray n'est pas invité à la télé. Ah oui, donc c'est souple. C'est plus souple. Merci pour ces précisions. Radio de service public, c'est normal, c'est la moindre des choses. Justice à présent, le Rassemblement national est convoqué au tribunal de Nanterre après une assignation en liquidation judiciaire. Et cette année, le Rassemblement national sera donc allé plus de fois au tribunal qu'au Parlement européen. International maintenant, lors d'une consultation d'initiative populaire, les Suisses ont dit oui au congé paternité, mais non à la limitation de l'immigration de ressortissants européens. Non mais attendez, les Suisses, ils nous donnent des leçons de gauchisme là, Charline. On fait quoi? On réagit, on fait quoi là? Oui. Bah écoutez, tout fout le camp toujours. Aux États-Unis, selon le New York Times, Donald Trump n'aurait payé que 750 € d'impôts l'an passé et aucun impôt fédéral pendant 10 ans. Make son compte en banque great again. Tandis qu'au Texas, les chercheurs ont trouvé dans l'eau courante une amibe mangeuse de cerveau. Oui, on souhaite bonne chance aux amibes pour trouver des cerveaux au Texas. En Espagne, 50 000 litres de vin rouge se sont déversés d'une cuve dans une exploitation viticole. 20h04, j'ai regardé 20h04. C'est le prochain train pour l'Espagne, vous êtes large, Juliette, vous pouvez y aller, vous pouvez finir l'émission. Tranquille, il n'y a pas de problème. En Roumanie, des habitants réélisent un maire mort depuis quelques jours plus tôt. Mais oui, c'est arrivé à François Bayrou l'an dernier quand il a été réélu à Pau. Mais François Bayrou, il n'est pas mort, Guillaume. Alors ça reste encore à prouver, Charline. Oui, non. Oui. Nature. Bah oui, c'est ça, quand on fait un couple à 3. On se trouve dans les prénoms parfois. C'est dialecte celui de Guillaume. Oui, c'est ça. Oui. Nature à présent. C'est pas beau. C'est pas les bouclettes. Faut pas le faire dans toutes les circonstances, ça faut pas. Nature à présent, depuis la mi-septembre. C'est la tradition. Oui, c'est la. Oui. En plus, il n'y a pas de transition avec la truc après. C'est dur de continuer là. Nature à présent. Elle est tellement rouge. Depuis. Ça commence à se voir. C'est le copain de Michel Drucker en fait. Moi, je suis l'autre. C'est la traditionnelle période du brame du cerf dans l'Oise. Oui, effectivement, ça parle d'Alex. Et des amateurs de nature partent en forêt pour l'écouter. Oui, en même temps, il est plus simple pour entendre. Il y a plus simple pour entendre les cerfs bramer. Il suffit d'allumer CNews pendant l'émission de Pascal Praud. Bon, allez, une dernière parce qu'on a perdu du temps. Sport hier, le Français Julien Alaphilippe est devenu champion du monde de cyclisme. Mais pourquoi vous me faites lire cette info, Guillaume? Vous vous intéressez au vélo maintenant? Non, mais c'est toujours un plaisir de vous entendre associer dans la même phrase les mots français et champion du monde. C'est marrant, rapport au foot. Merci Guillaume Vizorek. Vous avez perdu contre les Français au foot à la Coupe du Monde. C'est bon, allez. C'est pour ça. Merci. Vous avez le somme. Allez, Christophe Tardieu, professeur des écoles en notre compagnie. On en profite avec ce premier thème. Un mois après la rentrée, dressons un premier bilan de cette rentrée normale pour voir si tout est bien normal. Pendant qu'à l'extérieur, les mesures sont plus restrictives, les écoles ont assoupli le protocole sanitaire, nous dit-on. Donc, au bout d'un mois, la rentrée normale devait être encore plus normale. Voilà. Et si c'est pas le cas, on se rapproche en tout cas de l'école idéale. Écoutez. L'école idéale, ça serait une école entièrement automatisée, où il y aurait qu'à appuyer sur des boutons sans jamais se déplacer. Faudrait plus d'élèves. Plus de profs. Là, tu pousses. Ah non, c'est logique. Plus d'élèves, plus de profs. Bah alors plus d'école. Bien sûr, c'est ça. L'école idéale, c'est qu'il n'y ait plus d'école. Alors ça, c'est pas demain. Mais si, c'est demain. Oh non, c'est pas possible. Mais si, c'est très possible. Avec les ordinateurs, les banques de données, les cours enregistrés par les profs les plus compétents sur des cassettes, mieux, sur des disquettes. Le gosse aura même plus besoin de sortir de chez lui. Oui, mais s'il comprend pas, toutes les questions possibles et imaginables auront leur réponse sur des disquettes. Comme toutes les phases possibles d'un jeu vidéo. Mais comment vérifiera-t-on le niveau? Avec des analyseurs de réponses. Les Japonais, ils ont déjà ça. Je sais pas si c'est un bien. Mais tu te rends compte? Plus d'école. La fin du calvaire pour des milliards de gens. Alors là, tu vois, il y a des perspectives. Là, ça devient grandiose.
Prof, le film de Patrick Schulman qui avait déjà tout prévu donc en 85 avec Lucchini, Bruel, Laurent Gamelon ou Christophe Bourseillet. Christophe Tardieu, alors, est-ce qu'elle est normale cette rentrée? Par exemple, chez vous, à l'école Balzac, vous donnez cours en CM2 cette année. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien en cette rentrée scolaire? À part le masque, pas grand-chose finalement. Parce que nous, on a une grande chance dans les écoles déjà que vous n'avez pas, c'est que le virus ne passe pas dans les écoles. Ça n'existe pas. Ça, il est interdit d'entrer en classe. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de virus. Donc finalement, ça se passe assez normalement. La seule surcharge supplémentaire, c'est toute la gestion justement autour du virus avec les paperasses à remplir pour signaler les enfants qui sont potentiellement contaminés. Les déclarations de Covid, on appelle ça. Ouais. Mais à part ça... c'est quoi? C'est un formulaire tout prêt que vous devez remplir? C'est un truc qui se rajoute à la direction, justement, dont on parlait de ça tout à l'heure. Donc c'est un travail supplémentaire pour les directeurs qui doivent gérer aussi cet aspect-là, l'aspect médical maintenant de l'enfant. Et comment est-ce que vous êtes mis au courant de tout ça? Parce que ça peut changer d'un jour à l'autre. La population est informée, les parents, mais vous, est-ce que vous êtes informé de la même manière que les parents? Vous l'apprenez par les médias? Comment ça se passe? On apprend par les médias, oui. Ah bon? Donc il faut se brancher, il ne faut pas rater la locution, sinon vous n'êtes pas au courant. Moi qui n'aime pas trop les chaînes info, je suis obligé de m'y mettre, c'est compliqué. Mais oui, nous, Jean-Michel Blanquer, il fonctionne beaucoup comme ça, il passe par les médias et il a tendance à oublier de nous prévenir avant. Puis il a aussi tendance à oublier de travailler ses dossiers aussi avant, ce qui fait que ce qu'il annonce, c'est quelque chose qui ne se réalise jamais. Mais donc les annonces, oui, on les apprend comme tout le monde. Et comment ça se passe? Vous êtes en Seine-Saint-Denis, donc en banlieue. Les enfants et les parents ont connu le confinement, qui n'est pas en banlieue aussi idéal que les gens qui ont pu se mettre au vert, par exemple. Après, il a fait très très chaud pendant cet été, la canicule, etc. Est-ce que ça part un peu... Ça a été très dur, ces deux périodes coup sur coup. Est-ce que ça joue un peu sur les esprits à la rentrée scolaire? Disons que les élèves étaient très contents de se retrouver, donc il a fallu canaliser un peu tout ça. Mais sinon, non, c'est... Les enfants, malgré tout ce qu'on dit, malgré l'extrait qu'on entendait avant, ils adorent leur école, ils aiment venir à l'école. Donc le fait de retrouver l'école, des camarades et des cours un peu traditionnels, ils n'attendaient que ça. Et du coup, passer la petite période de gestion au départ, où il a fallu quand même leur faire comprendre qu'il fallait se rasseoir sur une chaise correctement, après ça a été plutôt bien. Mais c'est la plus grosse difficulté, nous, après, en tant qu'enseignants, ça va davantage être de gérer les différents niveaux scolaires, justement, qui sont creusés par le confinement, avec les élèves qui ont décroché totalement, ceux qui étaient bien là, mais qui n'en faisaient pas une, et puis ceux qui travaillaient réellement. Donc, c'est cette gestion-là qui est un peu compliquée. Nous, on observe vraiment de grosses inégalités dans les résultats qu'ils peuvent avoir désormais, parce qu'il n'y a pas eu la même quantité de travail de part et d'autre. Ah bah dites donc. Bon, ne nous faites pas un burn-out tout de suite, Christophe Tardieu. Et d'ailleurs, pour éviter ça, on va écouter un peu de musique avec Mélanie Boer. Je suis pas sûre, je vais beaucoup vous aider. Super. Ah bah merci. Alors, je vous cache pas que ce beau début d'automne à Paris est un parfait terreau pour cultiver le spleen, les idées grises. Oui, il en faut de la bonne volonté en cette fin septembre pour avoir envie d'écouter du zouk. En ce moment, on est plutôt comme ça. C'est un peu ça. Hein. On est comme ça. Ah, on est comme ça. Ah, c'est sûr. Ah, même plus comme ça, même, j'ai l'impression. J'explique pour nos amis des Dom-Tom qui nous écoutent en coupé-décalé. Ce lundi en métropole, on se pèle sous un ciel bas, sans chauffage, parce que c'est trop tôt pour polluer la planète. L'ambiance est au gros pull, emmitouflé dans nos couettes, à regarder les gouttes de pluie perler sur nos carreaux, en se disant qu'il ne faut surtout pas allumer la télé, sinon on va sombrer. Et le disque parfait pour embrasser ce changement de saison dans nos cœurs, c'est Noir Lac, puissant album du vibraphoniste David Nerman, enregistré dans l'abbaye de Noir Lac, dans le Berry, avec le groupe vocal de musique contemporaine Sequenza 9-3, dirigé par Catherine Simon-Pietri, avec le virtuose du balafon malien Lanciné Kouyaté et la chanteuse américaine Crystal Warren. In my craft selling hard, exercised in the still night, when only the moon rages
and the lovers lie abed with all their griefs in their arms. Quelle voix! Comme c'est beau, House with No Mirror, c'est le titre de cet album de Noirlac, La maison sans miroir. Ici, pas de futilité, pas de narcissisme, juste le son qui réfléchit. David Nerman et Lanciné Kouyaté ont déjà travaillé beaucoup ensemble. David au vibraphone, instrument à la fois clavier et percussion, en métal, contrairement à son cousin le xylophone, et Lanciné au balafon, un xylophone avec des protubérances en dessous qu'on appelle des calebasses. Bon, ben, je ne vais pas vous faire un cours de musique, hein, on n'est pas mercredi. Mais l'alliance de ces deux instruments percussifs et mélodiques, le bois, le métal, soutenu par les voix classiques et modernes, capturées dans la réverbération naturelle d'une abbaye du XIIe siècle, c'est simplement magique. Why the trees, why the shadows, why the colors, why the walls. In the sky there are no gods, only the dead looking down at us. Dans la maison sans miroir, on perd la notion du temps, de mauvais temps, de fin de vie. Tout existe ensemble, le passé, le présent, les morts et les vivants. Comme dans un film de science-fiction, rien ne se termine, tout vibre ensemble. L'album de seulement 8 morceaux, 35 minutes, se clôt par un texte posé en anglais par David Nerman, Christmas or Apocalypse. Exactement ce qu'on ressent tous en ce moment, cette sensation que toutes nos certitudes de normalité, de brouhaha, de foule, de bruit de voiture, de pluie, l'arrivée des guirlandes, Noël qui se débat déjà, tout cela est si fragile, éphémère, comme l'insouciance de l'été qui vient de nous quitter sans prévenir. Christmas or apocalypse. Si, ils débattent Noël déjà. Bah oui. Ah oui, Noël. Ou l'apocalypse, c'est selon. They've pulled the curtains now. Not much remaining. Ordinary life. A motorcycle goes screeching down the street. The high heels of a hologram echo against the rain-drenched walls. There's beauty still. Alors, je le dis, en ce lundi gris, il est bon de rêver un peu, de s'extraire du monde, d'embrasser sa couette en regardant la pluie tomber, de profiter de tous les instants de calme et de paix que l'on peut glaner en s'inventant une cheminée imaginaire, un bon chocolat chaud sans calories et se lever dans un cocon musical qui fait du bien. Moved from
black and blue. Reprise des Pink Floyd sur l'album Noirlac de David Nerman. C'était Us and Them, sorti le 30 octobre sur Clarté Records. Merci Mélanie Bauer. Vous écoutez France Inter. Christophe Tardieu, professeur des écoles, est avec nous, alias Remedium. Ça, c'est pour l'auteur de bande dessinée, le dessinateur, qui publie Cas d'école. 14 portraits de professeurs dont la vie ou la carrière se mal terminée, on va dire, n'est-ce pas? Ouais, il y en a qui s'en sortent quand même. Heureusement. Mais... Christophe Tardieu avec nous, avant de reparler d'école. Guillaume Meurice. Oui les amis, il y a des sujets qui s'imposent comme des évidences. Je vais bien évidemment vous parler du coup de tonnerre démocratique que nous avons vécu hier soir. Je sais que vous avez eu la pudeur de pas trop en parler parce qu'évidemment il y a des événements comme ça qui nous dépassent, qui dépassent la simple vie d'un humain. Je veux parler bien sûr des sénatoriales. Vous avez vu, je dis ça, bam, vous avez vu le poids de l'histoire qui vient de tomber sur vos épaules, un petit peu comme si vous aviez Gérard Larcher dans votre sac à dos. Et puisque c'est toujours Gérard, évidemment, le président du Sénat. Alors ça, je vous apprends rien, de toute façon, parce que toute la France avait le cœur tourné hier soir vers le Palais du Luxembourg. Je sais également que Christophe, dans les cours d'école, ça ne parle que de ça depuis ce matin. Les cartes Pokémon ont été remplacées par les portraits des présentateurs de Public Sénat. On est obligé de les séparer. C'est la folie, ça s'échange les cartes, sorte de Pikachu à carte de presse comme ça. Dans le lit de Charline, on a dû pas mal en parler aussi, parce que Bruno Retailleau a été réélu, donc ça va être un petit peu comme qui dirait la fête à la maison hier soir, avec votre nono en sucre, comme vous l'appelez. 70%. Ouais, voilà, vous savez même le score précisément. Très gros score, ne faites pas de métaphores, merci beaucoup. C'est aussi ça les sénatoriales. Non mais c'est vrai, on est là aussi pour amener du bonheur aux gens. Les sénatoriales, c'est quand même évidemment beaucoup de joie d'aller ce matin, notamment en ce qui me concerne, dans les rues de Paris, sous la pluie, pendant 2 heures, parler de ça à un peuple de France absolument euphorique. Ce monsieur, il avait tout suivi d'ailleurs. Pas du tout. Ah merde. Pas du tout. Mais comment ça se fait alors? Il n'y a aucune information. J'ai vaguement entendu parler qu'il y avait des élections sénateurs. Vaguement, mais très vaguement, mais j'en sais pas plus. Je sais même plus qui doit élire les sénateurs. Voilà, alors pas de bol. Il faut que je tombe sur le seul et unique Français que ça passionne pas. J'ai quand même vraiment pas de chance dans ma vie. Alors j'ai quand même continué avec lui parce que ce monsieur, il savait à quoi sert le Sénat. Je trouve que c'est à pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Bon, c'est le Sénat un petit peu plus de droite. Ça fait a priori un contrepoids par rapport à l'Assemblée nationale qui est a priori, mais l'Assemblée nationale est à gauche là? Non, elle est à droite. Donc le Sénat fait un contrepoids de droite à une assemblée de droite. Oui, à une assemblée de droite. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Ça. Quand par exemple Macron il nique le code du travail, à l'Assemblée ils disent ok. Et là ça arrive devant le Sénat qui dit mais carrément qu'on le nique le code du travail. Il y a vraiment il y a un autre son de cloche, on pourrait dire. Dans un climat en France qui reste quand même extrêmement tendu. On n'a plus le droit de rien faire, quoi. Moi, je refuse de porter le masque dans la rue parce que je pense que ça sert à rien. Puis moi, je suis le professeur Perronne, évidemment, professeur Raoult. Ils disent c'est complètement stupide de porter le masque dans la rue. C'est un peu le Raymond Aubrac de la respiration au libre. Voilà, ça fait plaisir. Puis les dirigeants, ça va bien les faire chier quand t'auras un tuyau dans les poumons. Bien joué, super résistant. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Il faut recadrer le sujet. Les sénatoriales, c'est l'euphorie française suite à cette élection. Cette dame, elle a bien suivi. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous avez foutu hier? Bonne question, j'ai marché autour du lac. Est-ce que vous savez à quoi sert le Sénat? À donner un avis proche des citoyens et puis tempérer en fait sur le long terme. Ça tempère sur le long terme quoi. Voilà. C'est censé être un peu des sages. Voilà, oui, c'est ça, c'est des sages. Enfin, si on a encore le droit de dire sage, faudrait demander à Nicolas Sarkozy. Alors, effectivement, c'est une assemblée de sages, beaucoup de sages, comme Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, qui vient d'être réélu lui aussi, qui avait comparé la consommation de cannabis et le viol. Voilà, on est au niveau 1 de la sagesse, mais c'est quand même quelque chose qui a encouragé. Et ce qui a encouragé, c'est les gens qui suivent les élections. J'ai quand même fini par en trouver. J'ai rencontré une vraie fan du Sénat et qui se désole d'ailleurs. Le drame du Sénat, c'est que c'est des gens qui bossent énormément, qui font un travail, je le trouve remarquable, avec une impression que ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils font alors comme travail? Tous les dossiers qu'on leur demande de regarder. Et si, ils travaillent, ils font plein de trucs, ils sortent plein de choses remarquables. Ils bossent bien. Ils bossent bien. C'est vrai que le Sénat bosse énormément en sortant plein de trucs remarquables. Comme on a vu ces derniers temps, toutes les choses qui... Enfin, vous les avez tous... Enfin, on les a tous vus. Toutes les choses remarquables sorties par le Sénat...
Bon, là, ça me vient pas, parce quand il y en a tellement comme ça, des trucs remarquables, mais ils ont un vrai rôle. Si j'en ai un par rapport au règlement intérieur, c'est eux qui ont fait passer l'amendement pour avoir de la graisse d'oie confite en gelée à leur cantine. Voilà, c'est important, parce que Richelieu en parlait déjà dans De l'esprit des lois et du cholestérol. Voilà. Mais il faut quand même se méfier, parce que maintenant, il y a de plus en plus d'écolos au Sénat. C'est ça la vraie info quand même d'hier soir. Et cette dame, elle les porte pas vraiment dans son cœur. Je les porte pas dans mon cœur parce que ce sont des idéologues et pas des gestionnaires. Mais est-ce que La République En Marche ou les autres partis, c'est pas aussi des idéologues? Non, les écologistes ne sont que idéologues. Les autres sont idéologues et gestionnaires. Ils gèrent comme des voleurs, mais ils gèrent. En fait, vous préférez des voleurs idéologues et gestionnaires plutôt que des voleurs? Non, je préfère rien du tout. Mais on peut pas dire mort au con parce qu'on a tous contre quelqu'un. Donc c'est pas possible. Bah alors, faut faire la révolution. Non, la révolution, monsieur, c'est les Français contre les Français. C'est ce qu'il y a de pire. Bon, bah écoutez, démerdez-vous. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Hein, on a les représentants qu'on mérite, il paraît, c'est ce qu'on dit. Et peut-être bien aussi que les représentants ont le peuple qu'ils méritent. En tout cas, vivement les prochaines échéances électorales, les régionales. Putain, j'ai hâte. On va se régaler. Ça m'excite déjà. Merci Guillaume Meurice pour tant de bonheur diffusé. Christophe Tardieu est en notre compagnie, professeur des écoles à Tremblay en France, c'est en Seine-Saint-Denis, alias Remedium, l'auteur de BD. Juliette, vous avez choisi un autre sujet pour Christophe. Oui, parce que l'inspection académique a retiré les classes de maternelle à un instituteur tatoué. Bon, alors, on va être clair, tatoué beaucoup, presque intégralement jusqu'au blanc de ses yeux, qui n'est plus blanc. Du coup, on devait craindre que les petits, tout petits de maternelle posent candidement la seule question qui vaille, partout, et la tête alouette, et les yeux oui. Enfin, les petits et les moins petits. Ce que je peux te faire, je peux te faire un papillon sur le pubis. Je vais te faire un autre papillon sur le pubis et c'est terminé. Hein. T'as une migale sur le pied, t'as un papillon au pubis et c'est réglé. Hein. Tu veux que je te fasse un lombric sur le pubis? Hein? Je te fasse un lombric sur le pubis? Mais deux lombrics comme ça qui se coincent au pubis? Hein? Tu veux pas que je le fasse plutôt autour de ton sexe? Non. On profite de ton sexe pour faire le nez. On fait le nez, ton sexe serait le nez. On peut très bien le retourner pour imaginer que tes testicules sur les yeux. Ben, je vais te le faire sur ton derrière. Non. Tu veux pas sur tes fesses? Non. Très beau, tu sais? Non. C'était François Damiens jouant Didier Lambrouille. Christophe. Remedium. Faut rebondir là. Non. Voilà. Laissons un petit peu les lombrics dans le pubis. Voilà. Est-ce que c'est l'histoire des crop tops et des collégiennes ou l'histoire de l'instituteur tatoué qui vous a le plus interloqué en cette rentrée? L'histoire de l'instituteur tatoué, pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de règle qui lui interdit d'être tatoué. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Il peut enseigner. Il faut regarder si pédagogiquement il tient la route. Mais après, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Le fait qu'il ait des restrictions en maternelle, ça apparemment, ça l'arrangeait un petit peu parce que c'est pas son public préféré. Voilà. Il y a déjà un truc qui va pas là, parce que normalement il devrait pouvoir aller partout, ce monsieur. Oui, mais c'est vrai que lui, en tout cas de bonne grâce, il a dit que c'est ça. Voilà, il convenait que peut-être pour les tout petits de maternelle, c'était pas le plus simple. C'est ça. Et puis après, l'autre sujet, c'est un marronnier en fait, ça revient assez souvent. C'est ce qu'on se disait. Après, il y a c'est peut-être celui-là qui m'intéresse le plus, parce que là, on est dans un contexte particulier où il y a deux éléments qui se rajoutent à ça, c'est que déjà, ça arrive dans une espèce de résurgence réactionnaire où on s'attaque de plus en plus au corps des femmes. Et forcément, on est obligé de faire le lien là-dessus parce que c'est surtout les tenues féminines qui posent problème aux gens qui se plaignent. C'est sûr que les garçons, ils portent moins de crop top. Parce que, par exemple, à mon époque, en tant que lycéen, il y a très longtemps, on n'avait pas le droit de venir en Bermuda. Mais c'était garçon, fille, etc. Là, on a l'impression que ça touche surtout un public féminin. Donc il y a cet aspect-là. Et puis le deuxième aspect, c'est surtout que c'est un pare-feu formidable par rapport à la rentrée qu'on est en train de vivre, justement. C'est-à-dire que Blanquer vient encore, là, dans une interview, de mentir totalement sur tous les sujets, en disant qu'on avait des formations, qu'on avait une revalorisation, etc. Tout est faux.
Donc ça évite la vérification. On se met sur un autre sujet, il parle de ça, et puis ça évite de parler d'autre chose. En tout cas, lui est bien rhabillé pour l'hiver, j'ai l'impression. Ouais, je l'aime bien, Jean-Michel. Crop top en tuile. Et on l'avait senti. Ouais. On avait senti une affection. En même temps, c'est mon chef. Hein. Ouais. On est obligé de... Pour l'instant, ça change vite. C'est ça. Oh, ça fait longtemps qu'il est là, quand même. Il s'accroche. Christophe Tardieu avec nous et dans ce studio également Thomas VDB. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Mais très bien. Oui, ça va. Et ben, ça tombe bien parce que moi je trouve que l'ambiance générale se durcit un petit peu ces derniers temps. Moi il y a 2 semaines j'ai fait une chronique ici sur Nicolas Sarkozy qui n'a pas plu à tout le monde et ceux qui l'ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé se sont pas privés pour me le faire savoir. Alors c'est de bonne guerre. Je suis habitué aux commentaires sur les réseaux sociaux genre c'est quand qu'il faut rire ou bien va te laver VDB. Bon, un classique. Mais là il y a un commentaire qui a vraiment retenu mon attention. Il y a un internaute qui a marqué en regardant la vidéo où on rigole tous ensemble, il y a quelqu'un qui marque comme ça: oula, ça rigole à France Inter, mais vous en faites pas, ça arrive. Et je pense que cet internaute faisait allusion à un potentiel changement de régime qui nous attend peut-être en 2022. Mais alors il a une façon de le dire, wow. Alors donc à ceux qui sont pas d'accord avec nous ou qui vous trouvez qu'on n'est pas drôle, je vous le demande poliment, est-ce que vous pourriez faire des commentaires qui sentent un poil moins la menace, s'il vous plaît, quand même. Parce que là, on dirait vraiment que si vous passez en 2022, vous allez vouloir nous taper derrière la tête. Mais le gaucho, là, sale gaucho, c'est bien fait pour toi. Alors vraiment, promis, si vous passez en 2022, vous récupérez l'antenne de France Inter, pas de problème, vous pourrez faire toutes les blagues que vous voudrez sur les gauchos. Par contre, vous nous tapez pas, quoi. Ok, vous tapez pas. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse, parce qu'on a l'impression que ça devient quand même ça devient de plus en plus dangereux d'être gaucho. Le ton se durcit, le ton même se darmanise. Moi, je voulais justement, ça tombe bien parce que je voulais parler de Gérald Darmanin, moi, il me fascine. Gérald Darmanin, il a une vie incroyable. Déjà, j'ai lu sur Wikipédia que son père s'appelle Gérard. Le père de Gérald Darmanin, quand il a baptisé son fils, on dirait qu'il voulait rectifier ses propres parents. Il l'a appelé Gérard, il a fait Gérald. Voilà. Hein, c'est vrai que tu t'appelles Gérard et t'appelles ton fils Gérald, c'est comme si tu t'appelles Arnaud et t'appelles ton fils Arnold. C'est vraiment exactement pareil. Et alors, on sent vraiment que, bon, ça c'est un peu gratos, les blagues de prénoms. C'est un angle d'attaque original, moi. Il faut bien débuter. Non, mais c'est. Bah oui, voilà. On l'a pas entendu celui-là. J'ai hésité à le marquer. Mais en tout cas, on sent, il y a vraiment un truc que n'aime pas Gérald Darmanin, c'est le cannabis. Ça va, on sent vraiment qu'il n'aime pas. On sent que les routes de la drogue, on peut croiser la route de Gérald Darmanin. Je me dis, il a pas dû avoir beaucoup de copains qui fumaient du shit. À mon avis, il y a un truc qu'on n'a pas dû beaucoup lui faire dans la vie à Gérald Darmanin, c'est une soufflette. À mon avis, tu dis à Gérald Darmanin, tu veux une soufflette, Gérald? Lui, il dit, quitte à choisir, j'aimerais mieux une pipe. Mais bon, voilà, ça c'est sûr. Ça, j'en suis à peu près certain. C'est vrai qu'au lycée, Gérald Darmanin, je le vois bien aller voir le pion et dire monsieur, il y en a qui fument du hakik derrière le gymnase. Je pense qu'il prononce hakik, Gérald Darmanin. Et aujourd'hui, voilà, ce gars de seconde B qu'on avait tous dans notre classe, aujourd'hui, c'est le premier flic de France. Imaginez l'anxiété de la mafia. Ça a dû les changer au ministère de l'Intérieur, parce qu'avant, c'était Christophe Castaner. Et quand il est arrivé au bureau, évidemment, il y a une boule à facettes qui descendait du plafond. Il y a un comptoir amovible qui sortait du mur. Et là, Darmanin est arrivé, il a déclaré: les trafiquants ne dormiront plus tranquilles. Et c'est vrai que dans cette phrase, il y a un côté un peu faites courir le bruit qu'il y a un nouveau shérif en ville. Il y a vraiment une attitude un peu cowboy. C'est une sorte de Elliot Ness, mais de Tourcoing, qui vient d'arriver. Alors, mais c'est vrai que bon, comme ils ont remarqué que c'était dur d'arrêter les trafiquants de drogue, ils ont diminué la difficulté, ils se sont dit, on va plutôt arrêter les consommateurs. Et c'est vrai que donc là, du coup, il y a de vastes opérations coup de poing qui sont menées partout en France contre les consommateurs de cannabis. 200 € d'amende si on fume dans la rue. Du coup, maintenant, sur Twitter, toutes les préfectures de police font des tweets hyper faillots pour faire plaisir à Darmanin et donnent les résultats de leurs opérations coup de poing. Par exemple, ce tweet assez mythique de la préfecture des Deux-Sèvres du 19 septembre, dans lequel on nous dit qu'une vingtaine de militaires et une équipe cynophile ont mené une vaste opération à Bressuire où ils ont contrôlé 130 personnes, dont une en possession de cannabis. Ah, alors à mon avis, le mec, il a eu pitié de voir autant de moyens déployés pour rien, il est allé se dénoncer tout seul, tu vois. Alors une pensée pour les militaires qui se sont engagés pour voir du pays. Les gars, ils passent l'après-midi sous la pluie à Bressuire pour amener une boulette. Bon, vraiment, tous les cartels de la drogue, voilà, ils sont à 2 doigts s'effondrer, on le sent. Hein. Et donc, toutes les préfectures communiquent là-dessus. Moi, j'imagine le gars qui gère le compte internet à la préfecture, il dit, mais on va pas faire un tweet parce qu'on a chopé 3 grammes de shit, on va passer pour des cons. Et là, Darmanin, envoie le tweet, voilà. Bah, tu sais ce que ça fait de sniffer 3 grammes de shit? Bah, après, t'es pas bien, je vais te dire, hein. Tu planes à 15 000. Vas-y, envoie le tweet, on va voir plein de retweets.
Et voilà, et aujourd'hui, 200 € d'amende si on fume un joint sur la voie publique. Alors, histoire de mettre un peu de bonne humeur, je propose un petit truc. Moi, c'est qu'on se roule tous des gros cônes 3 feuilles dans lesquels on met que du tabac. Et on va fumer ça sur un banc et on fait semblant d'être complètement hagard. Et là, il y a un flic, quand il arrive, il fait bonjour monsieur, c'est 200 €. Et là, tu dis bah non, parce que c'est du tabac. Vous étiez filmé là, là, là et là. Bon, après, il faut 4 caméras, mais voilà. Bon. Merci à tous. Thomas VDB, je note que vous êtes tellement inspiré quand il s'agit de cannabis. C'est presque suspect. C'est un hasard, c'est un hasard. Merci Thomas VDB. Et je signale à nos auditeurs qu'on pourra vous voir le samedi 9 octobre sur Arte dans un film intitulé Claire Andrieux, film d'Olivier Jahan. 9 octobre, Arte, VDB. Et pour les douanes, il y a les dates de tournée de Thomas qui sont sur Internet. Allez, on va aborder ce dernier sujet avec vous, Christophe Tardieu. C'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui va ouvrir le mois prochain sa première école maternelle. Genre, si tu oublies ton carnet de correspondance à la maison, tu pourras te le faire livrer par un drone. Jeff Bezos a une fondation qui prévoit d'ouvrir un réseau d'écoles maternelles pour scolariser des enfants dans la précarité et leur faire bénéficier d'une pédagogie différenciée, la pédagogie Amazon. Je suis l'ancien top modèle homme Derek Zoolander. Et ici, au centre Derek Zoolander, pour les enfants qui lisent pas génial et qui veulent apprendre à faire génial d'autres trucs, on enseigne aux élèves de tout âge tout ce qu'on doit savoir pour devenir un modèle professionnel et un être humain professionnel. Dans notre corps enseignant, il y a le prof de gestion commerciale qui est mon ancien agent, Maury Bolstein. Le styliste vous tient par les moustons en vous proposant 10 millions, plus une commission de 3% sur chaque slip vendu. Qu'est-ce que vous lui dites? Venez voir, on veut beaucoup plus. Exact, c'est la seule et bonne réponse. Un extrait de Zoolander, le film de Ben Stiller. Voilà, Jeff Bezos ouvre en octobre une école maternelle Amazon avec sa fondation, sa propre pédagogie. Vous qui pointez les défaillances à l'éducation nationale, vous seriez prêt à être prof dans une école privée mais ouverte par la fondation d'un milliardaire? Non, je pense pas. C'est pas l'esprit du truc. Non, c'est assez dangereux en fait. Comme ça fait des années qu'il y a des entreprises essaient de mettre un peu les pieds dans l'école par le biais de méthodes, de livres, de cadeaux, de jouets. Enfin voilà. Ah oui, vous le sentez vous-même? Oui, ça. Il y a de temps en temps comme ça des tentatives. Là, le fait qu'il y ait une grosse boîte comme ça qui est même pas capable de payer ses employés correctement, qui paye pas ses impôts et qui, pour se racheter une conscience, ouvre des écoles pour les plus défavorisés, c'est un peu puant quand même. Et puis surtout, ça interroge sur le contenu des enseignements. Est-ce que ça va être libre? Est-ce que voilà, parce que forcément il y aura les opinions du chef qui vont peut-être intervenir dans la balance. Oui, donc l'occasion de mettre en place une autre pédagogie, mais qui soit accessible, parce que par exemple une pédagogie proche de Montessori, ça coûte cher. Ça vaut peut-être pas. Montessori, ça se fait même dans le 93. Il y a pas mal d'enseignants Montessori. Après, c'est beaucoup de travail à côté parce que les enseignants fabriquent finalement le matériel dont ils ont besoin, ou ils investissent sur le long terme. Donc au bout de plusieurs années, ils arrivent à avoir le matériel adéquat, mais c'est un vouloir spécifique quand même. Bon. Christophe Tardieu ne postule pas donc pour Amazon. Restez avec nous. On va vous soumettre un petit questionnaire de Parjeux-Piproust, Juliette. Allez, c'est parti. Sur l'échelle qui va de 0 à 10, des gens qui étaient profs mais qui sont devenus tout autre chose. 10 étant Sylvester Stallone, prof de PS dans les années 60, et puis après Rocky et Rambo, et 0 étant Brigitte Macron devenue femme de président. Où vous situez-vous? Waouh. Je vais mettre 5, je crois que je suis une bonne moyenne entre Brigitte et Rocky. Quel instituteur de fiction vous a donné envie de faire comme lui? Celui de la Guerre des boutons ou Coluche dans Le Maître d'école? Coluche quand même. Coluche qui est complètement paumé dans la forêt, ouais, c'est sympa ça. Pas de vague, on dit aux enseignants. Est-ce que le devoir de réserve va jusqu'à recommander de vous abstenir de chanter We don't need no education, teacher, leave the kids alone? Faudra déjà que j'arrive à le prononcer. Mais l'heure passée, ça peut. Non, ça fait partie du patrimoine maintenant. On peut le mettre. Vous avez le droit, d'accord. Parmi les risques du métier, est-ce que les poux, c'est pire que la gastro? Ah, ça se vaut. Ça se vaut. Disons que les poux, on peut se raser la tête. La gastro, on peut pas se raser grand-chose. La gastro, plus. Est-ce que vous avez, comme certains policiers, entre instituts, un groupe WhatsApp d'instituteurs où vous vous moquez des parents d'élèves?
voir des élèves. Je vais pas dénoncer parce que je n'ai pas WhatsApp, mais certains ont WhatsApp. Dans mon école, tous. Et Christophe Tardieu, alias Remedium, est bien sûr sur les réseaux sociaux. Il publie aussi ses planches et là, 14 portraits d'enseignants et de directeurs, dont Christine Renon, qui ont été, auxquels vous rendez hommage, on peut dire, Christophe Tardieu, Remedium. Donc ça s'appelle Cas d'école et c'est paru le 2 septembre aux éditions Équateur. On embrasse tout le monde dans votre école, l'école Balzac à Tremblay en France, et votre classe de des gestes barrières. De CM2, exactement. À demain, on recevra le journaliste David Dufresne pour son film sur les violences policières. Les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. L'important, si tu veux, c'est de ne pas laisser de traces. Alors, je lis sur votre CV hobby, randonnée, rafting, parapente, plongée, kitesurf, planche à voile, ski, et ça continue.